En Éthiopie, des opposants ont accueilli avec satisfaction, mais aussi avec prudence, la main tendue du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. Un discours qui sème également un brin d'optimisme dans le cœur des Éthiopiens. Au Maroc, le procès fleuve des militants du mouvement de contestation du RIF dans le nord du pays entre cette semaine dans la dernière ligne droite. Est prévue l'audition des 3 principaux meneurs qui risquent de lourdes peines. Au Togo, les ambassadeurs du développement ont tenu leur 9e congrès mondial dans la capitale Lomé, un congrès au cours duquel les participants ont eu droit à des formations pratiques en développement personnel. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. En Éthiopie, des opposants ont accueilli avec satisfaction mais aussi avec prudence la main tendue la veille par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed lors de son discours d'investiture. Devant le Parlement, Abiy Ahmed s'est voulu conciliant en affirmant que désormais les membres de l'opposition ne seraient plus considérés comme des ennemis, mais plutôt comme des frères. Un discours qui sème également un brin d'optimisme dans le cœur des Éthiopiens. Reportage. Habitués à être harcelés, arrêtés et traduits en justice, des opposants éthiopiens ont accueilli mardi avec satisfaction, mais aussi avec prudence, la main tendue la veille par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed lors de son discours d'investiture. Même s'il espère que la nomination du nouveau Premier ministre par la coalition au pouvoir est un signe d'ouverture, les opposants préviennent qu'il est trop tôt pour juger de ce que sera sa marge de manœuvre. Devant le Parlement, Abiy Ahmed s'est voulu conciliant lundi en affirmant que les membres de l'opposition ne seraient plus considérés comme des ennemis, mais comme des frères. Un premier discours qui sème l'optimisme dans le cœur des Éthiopiens. Il a parlé de notre relation avec l'Érythrée, des femmes et des mères. Son discours a été très agréable. Une énorme responsabilité l'attendra et le temps résoudra tous les problèmes. Pour résumer, son message d'hier est ce que nous voulons entendre de notre chef. Il a très bien parlé. Les précédents dirigeants éthiopiens n'ont pas fait attention aux préoccupations des Oromos et cela a causé un gros problème aux Oromos. Nous demandons aussi au gouvernement de nous donner une solution à nos problèmes en tant que nation. Il a fait un bon discours et j'espère que nous résoudrons nos problèmes et que nous devons faire partie de la solution. Abiy Ahmed est devenu à 42 ans le premier chef du gouvernement appartenant à l'ethnie Oromo, la principale du pays. Avant sa nomination, la coalition au pouvoir est accusée par les organisations de défense des droits de l'homme de dérives autoritaires, en particulier en recourant aux services de sécurité pour museler les hommes politiques, journalistes ou blogueurs critiques. Au Maroc, le procès fleuve des militants du mouvement de contestation du RIF dans le nord du pays entre cette semaine dans la dernière ligne droite. Est prévue l'audition des 3 principaux meneurs qui risquent de lourdes peines. Reportage. Un total de 54 hommes sont jugés en première instance depuis la mi-septembre devant la chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca en lien avec le mouvement de contestation dit du Irak qui a secoué entre fin 2016 et mi-2017 le RIF. Les protestataires dénonçaient le sous-développement de leur région géographiquement enclavée et historiquement frondeuse. Les auditions ont été organisées en fonction de la gravité des charges pesant contre les accusés, poursuivis notamment pour les lourdes accusations d'atteinte à la sécurité de l'État et participation à un complot contre l'intégrité territoriale du pays. Mohamed Dieloul, 47 ans, a été lundi le 52e prévenu, appelé à la barre. Les 2 derniers, Nabil Aemjik et Nasser Zevzafi, considérés comme les principaux meneurs du mouvement, comparaîtront dans les prochains jours, selon un des avocats de la défense. Tous 3 encourent des peines pouvant aller théoriquement jusqu'à la peine de mort. Lundi, Mohamed Dieloul a contesté devant la Cour toutes les accusations de séparatisme. « Je suis jugé pour mon patriotisme. Le remettre en question serait une insulte », a-t-il dit. « Nous ne sommes pas sortis dans les rues contre l'État, mais pour revendiquer une patrie qui nous accueille tous. Nous revendiquons nos droits dans cette patrie », a-t-il ajouté. « Nous sommes des comploteurs, mais la mort de Moussine Fikri n'était pas un complot », a-t-il lancé en référence au décès tragique d'un vendeur de poissons broyé par une benne à ordures en tentant de s'opposer à la saisie de sa marchandise en octobre 2016.
Sa mort est à l'origine du mouvement de protestation qui a secoué le nord du Maroc pendant plusieurs mois. L'État affirme que la contestation sociale a fait 902 blessés chez les forces de l'ordre et provoqué environ 2 millions d'euros de dégâts. L'approche sécuritaire adoptée par les autorités a été vivement critiquée par des associations de défense des droits de l'homme qui ont dénoncé la répression du mouvement. En bref, et en image cette fois, l'Afrique du Sud a continué ce mardi à rendre hommage à la mère de la nation, Winnie Mandela, décédée le lundi à l'âge de 81 ans pour la deuxième journée consécutive. Célébrités et anonymes se sont succédés devant sa modeste maison en briques rouges du township noir de Soweto pour présenter leurs condoléances. Ici, l'opposant de la gauche radicale Julius Malema était également présent, escorté de centaines de militants aux couleurs rouges de son parti, les combattants pour la liberté économique. Selon lui, le peuple sud-africain a perdu une combattante intrépide, une géante, une mère de la nation, tout simplement. Nous écoutons Julius Malema, opposant sud-africain. Nous avons perdu une combattante intrépide, une géante, une mère de la nation, un titre qui lui a été attribué par le peuple sud-africain. Winnie Mandela est la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs. Winnie Mandela, c'est la présidente que nous n'avons jamais eue, à qui on a refusé la présidence parce qu'elle était une femme, et une femme africaine en l'occurrence. Nous avons échoué à la défendre alors qu'elle était en vie. C'est désormais notre devoir de la défendre avant ses funérailles et donner tout ce qu'on a pour la défendre. La Corée du Sud a officiellement mis en garde mardi contre l'utilisation des machines à voter fabriquées par une firme coréenne. Elle redoute des conséquences négatives sur les élections du 23 décembre en République démocratique du Congo, censée organiser le départ du président Joseph Kabila. Les détails. Séoul estime que l'utilisation de ces machines pourrait donner au gouvernement congolais un prétexte pour des résultats indésirables liés aux élections, notamment le retard additionnel de la tenue des élections, mais aussi le danger de devenir une cible des critiques, écrit l'ambassade coréenne à Kinshasa, soulignant exprimer la position officielle du gouvernement de Corée du Sud dans un courriel envoyé mardi. La Commission électorale nationale indépendante CENI a commencé depuis janvier à importer en RD Congo des machines à voter fabriquées par la société sud-coréenne Miru System, qui n'a pas de bureau ou de représentation en RD Congo. En 2017, des dirigeants de la CENI ont effectué plusieurs déplacements en Corée du Sud pour finaliser ce marché. La CENI estime que ces machines à voter permettent de réduire le temps de vote et la période d'attente de l'annonce des résultats, la fraude électorale, sinon sa suppression, ainsi que le coût global des élections. La machine à voter se présente sous la forme d'un écran tactile. Pour chacune des 3 élections, présidentielles, législatives et provinciales, la photo des candidats apparaît sur l'écran. L'électeur choisit son candidat président, député national et député provincial. À la fin de l'opération, la machine imprime les 3 noms choisis au dos du bulletin de vote que l'électeur va plier et glisser dans l'urne. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, avait indiqué qu'une machine couvrirait le vote de 600 à 700 électeurs. L'opposition congolaise refuse ces machines alors qu'elle s'est finalement ralliée au calendrier électoral prévoyant des élections le 23 décembre 2018, 2 ans après la fin officielle du dernier mandat du président Kabila. La CENI est en affaire avec une firme coréenne, pas le gouvernement coréen. Je sais qu'il y aura d'autres attaques de ce genre, mais cela ne nous ébranlera pas dans notre détermination à tenir des élections telles que voulues par le peuple congolais et non en suivant le dictat des étrangers, a déclaré Corneille Nangaa, président de la CENI. Le président guinéen Alpha Condé et le chef de file de l'opposition Cellou Dalein Diallo ont conclu lundi un accord pour résoudre le contentieux sur les résultats des élections locales du 4 février et mettre fin aux manifestations. L'annonce a été faite par les 2 parties. Compte rendu. Lors d'une rencontre lundi au palais présidentiel, le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, sont convenus d'une série de mesures pour désamorcer la tension, notamment par la mise en œuvre de l'accord politique conclu en octobre 2016 entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Je ferai un compte-rendu fidèle de mon entretien avec le président de la République à l'opposition et à nos militants, mais en attendant, j'annonce publiquement ici la levée de toute manifestation et grève prévue par l'opposition, a déclaré Cellou Dalein Diallo à l'issue des discussions.
Selon un communiqué de la présidence, les deux dirigeants sont convenus de confier au comité de suivi de l'accord d'octobre 2016 la recherche d'une solution aux différends électoraux qui portent sur 6 communes urbaines et 6 communes rurales sur les 342 du pays, ainsi que la révision des listes pour les prochaines législatives prévues en fin d'année. L'opposition conteste les résultats des élections locales officiellement remportées par le parti au pouvoir. Le chef de l'État a également donné instruction de tout mettre en œuvre pour identifier les différents responsables de toutes les violences qui ont entraîné mort d'hommes et causé d'importants dégâts matériels afin de les traduire en justice, selon le communiqué. Condé et Diallo déplorent l'escalade dans les propos et les comportements inconséquents de personnalités publiques et de citoyens appelant à la haine et à la division des différentes communautés du pays. Ils appellent à la justice à appliquer la loi dans toute sa rigueur en la matière, selon la même source. Dans un communiqué conjoint le 29 mars, Amnesty International et Human Rights Watch s'étaient inquiétés d'une nouvelle effusion de sang lors de la reprise des manifestations après la pause d'une semaine décrétée par l'opposition pour Pâques, soulignant que depuis les élections locales, au moins 15 personnes ont été tuées dans des affrontements. Au Togo, les ambassadeurs du développement ont tenu leur 9e congrès mondial au mois de mars dernier dans la capitale Lomé. Un congrès au cours duquel les participants ont eu droit à des formations pratiques en développement personnel. Notre correspondant sur place, Ferdinand Gadé, a suivi pour nous ces assises. Compte rendu. Impulser la pratique du développement personnel au peuple togolais. C'est l'objectif premier de la tenue du 9e congrès mondial des ambassadeurs du développement à Lomé en mars dernier. Les travaux sont ouverts sur le thème « Le voyage vers soi-même ». Venir au Togo parce que nous avons voulu qu'il y ait une dynamique nouvelle de la pensée positive, de l'orientation positive, de l'aspect pratique du développement personnel qui soit impulsé au Togo, qui vient progressivement être en train de sortir d'une crise. Donc le Togo avait besoin de ça. C'est pourquoi nous avons choisi de venir ici. L'un des premiers objectifs, c'est apporter au Togo un certain nombre de références mondiales qui peuvent apporter leur parcours, leur expérience, comme vous l'avez constaté ce soir. Mais au-delà de ça, c'est une occasion pour que nous-mêmes nous retrouvons pour faire le point de nos connaissances afin que de tout pays où nous sommes, les niveaux de connaissances, les niveaux de vibration soient les mêmes. L'Afrique regorge des talents et leaders qui, par manque de la pensée positive, deviennent des facteurs de sous-développement de leur communauté, selon les ambassadeurs du développement. Oui, ce 9e congrès s'ouvre sur une ambition noble qui veut faire en sorte que l'Afrique devienne ce pôle, nouveau pôle durable de développement qu'on attend. Tout le monde en parle. Avant, c'était réservé à des cercles d'initiés. Maintenant, eux-mêmes, ceux qui nous ont colonisés hier, ceux qui sont développés à l'heure actuelle, reconnaissent, admettent par conviction que leur avenir se trouve en Afrique. 14 ateliers de programmation à travers lesquels ces ambassadeurs se sont prononcés. Des phrases positives ont enrichi ce 9e congrès. Plusieurs communications en santé, en entrepreneuriat, en relation des ressources humaines et autres ont été exposées aux participants. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient dans quelques instants sur SICA. Restez donc à notre compagnie.